Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le métier de facilitateur graphique. Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette série sera composée de 6 vidéos distinctes qui couvrent différents aspects du métier de facilitateur graphique. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter pour recevoir les prochaines vidéos. Première question, par où commencer l'apprentissage de la facilitation graphique et se préparer au mieux à cette reconversion professionnelle? Alors, il y a deux parties dans cette question. Par où commencer l'apprentissage de la facilitation graphique? Je dirais qu'il faudrait commencer déjà par poser un premier pictogramme. C'est souvent par là qu'on commence. La rencontre avec la facilitation graphique se fait souvent lors de la découverte d'une planche réalisée par quelqu'un. C'est un peu le dénominateur commun que je vois avec les confrères, les consoeurs ou toutes les personnes qui viennent à mes formations. Et souvent, on a vu ça et on a envie de le refaire. Du coup, comment est-ce qu'on va répliquer, comment est-ce qu'on va reproduire ces visuels, ces couleurs, ces textes? Eh bien, si on décompose et qu'on revient à quelque chose de très simple, il faut commencer par là. Alors après, l'apprentissage, ça passe par de la répétition, ça passe évidemment par de la formation, et pour beaucoup de personnes, ça ne formera pas d'ailleurs un projet professionnel, ça formera une compétence, une corde à son arc à implémenter dans son quotidien, dans son métier, que ce soit pour de la communication, que ce soit pour de la gestion de projet, faire des nouvelles présentations, ou tout simplement revisiter un petit peu ses ateliers et ses réunions. Donc l'apprentissage, il va se faire aussi au contact d'autres personnes. Il y a énormément de praticiens et de praticiennes aujourd'hui, des débutants, plein de groupes, de communautés qui existent. Pour les personnes qui l'envisagent comme une reconversion professionnelle, il faudra en plus ajouter à cela toute une recherche de clients. On en parle dans la vidéo qui est justement sur cette thématique. L'idée, c'est d'envisager que la facilitation graphique, on va la pratiquer dans différentes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Donc, est-ce que je serai en capacité de trouver ces espaces-là? Est-ce que je suis au contact de personnes, d'associations qui vont me permettre de pratiquer? C'est-à-dire d'amener cette facilitation graphique dans des réunions, dans des assemblées générales, dans des ateliers de travail. Déjà que je me pose cette question-là. Donc c'est pas forcément l'apprentissage du métier en tant que tel, mais ça va plutôt être l'apprentissage de l'explication de ce qu'est la discipline. Et donc pour ça, je pense que ça nécessite quand même d'avoir pratiqué un petit peu, d'avoir essayé différents usages pour bien savoir en parler, donc comprendre la philosophie, donc comprendre l'esprit, donc comprendre l'intention, parce que évidemment, tout ça n'est pas que technique. Quelles sont les formations, les certifications ou les ressources recommandées pour développer ces compétences en facilitation graphique? Alors ça, c'est une question qui est un petit peu délicate parce que ça pose la question de l'état du marché. Si vous faites vos recherches, vous allez voir qu'il y a énormément de formations qui existent aujourd'hui, qu'elles soient en présentiel, en distanciel. Il y en a quasiment partout en France, qui sont données par des gens bien, évidemment. Et donc c'est très difficile, je trouve, de faire son choix maintenant. C'était pas le cas il y a quelques années. Moi, je me souviens quand on a lancé la formation facilitation graphique, on était la 3e formation en France. Donc à l'époque, c'était facile. Quand je vous parle de ça, c'était en 2013. Là, évidemment, c'est plus du tout la même question. Il y a des formations qui sont très techniques, il y a des formations comme celle qu'on propose, qui est et technique et qui couvre les usages. Et évidemment, je vais vous recommander la nôtre. Soyons honnêtes. Pourquoi? Le mieux, c'est quand même de regarder les avis des gens, parce que c'est vraiment les participants qui en parlent le mieux. Cette pédagogie, on la travaille énormément depuis une dizaine d'années maintenant, pour que ce soit fluide, que les gens passent un bon moment, et qu'ils apprennent énormément. Donc que ce soit en présentiel pendant 2 jours, ou que ce soit en distanciel pendant 5 semaines. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous inscrivez en présentiel, vous avez automatiquement accès au distanciel. Alors ces formations, à l'heure du tournage de cette vidéo, elles ne donnent pas encore accès à une certification. Alors, évidemment, si vous suivez la formation avec Supertilt, vous aurez un certificat de formation. Et ce certificat, il attestera que vous avez fait la formation et que vous avez les compétences qui sont délivrées à la formation. Maintenant, si on regarde les organisations, il n'y a pas encore une attente en termes de compétences sur le sujet de la facilitation graphique. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on voit le nombre de personnes qui réagissent positivement à la facilitation graphique, pour qui ça parle, à qui ça raconte des histoires, c'est assez troublant de voir qu'on peut toujours pas être reconnu pour cette compétence-là. Comment je peux vous l'affirmer? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez pas utiliser votre CPF. CPF c'est quoi? Eh bien c'est l'utilisation par France Compétences. On a fait le dépôt de dossier auprès de France Compétences il y a quelques temps maintenant, et on a été recalé parce que la facilitation graphique n'est pas encore une compétence. Mais je suis confiant,
je sais que les choses vont bouger, je sais que ça arrivera, le métier se structure, et aujourd'hui, c'est quand même difficile de passer à côté de ça, donc dans quelques années, eh bien, ce sera véritablement reconnu comme une compétence. Quel temps faut-il consacrer à la pratique pour commencer à pouvoir animer avec le visuel en réunion? Ça, c'est une question intéressante, parce que soit je vous amène une réponse très chiffrée, c'est-à-dire en minutes, en heures, en jours, soit, et c'est plutôt l'option que je vais prendre, c'est plutôt une question de déclic. Je pense qu'on peut largement mettre en pratique, tout de suite, immédiatement. Vous regardez cette vidéo, et lors de votre prochaine réunion, vous amenez du visuel, ou plus de visuel que d'habitude, ou vous produisez un visuel, et ça c'est nouveau. Et donc ça nécessite pas de compétences entre guillemets particulières, ou plutôt la première compétence à mobiliser, c'est le courage d'y aller, le courage de montrer ce qu'on fait, y compris quand on pense qu'on est entre guillemets pas très bon, parce que derrière ce qu'on veut c'est de l'impact. Et donc ça sera plutôt au bout de combien de temps je vais assumer que ce que je fais c'est suffisamment bien pour avoir de l'impact. En ce qui me concerne, j'ai pris mon courage à deux mains, et tout de suite après m'être formé, eh bien, je l'ai actionné dès ma première rencontre cliente. Donc c'était quelques jours après, j'attendais juste une première opportunité pour le faire. Voilà, j'ai pas forcément eu le résultat que je voulais, mais je suis très content de cette expérience. Aujourd'hui, elle est gravée dans ma mémoire parce que, eh bien, il y a plein de choses derrière. Et ce dont je me souviens, c'est déjà du visuel. Je me souviens que j'avais dessiné une piste de course, c'était une ligne de départ, et donc je m'étais galéré à essayer de faire comme une piste d'athlétisme vue en 3D pour avoir les lignes, et donc j'avais passé beaucoup de temps, peut-être un peu trop d'ailleurs, et du coup j'avais peut-être perdu le fil avec mon client à ce moment-là, mais c'est pas grave. Je sais que je l'avais concentré à un moment donné sur ce que je voulais qu'il voie, j'étais parti sur une métaphore, et ça permettait de lui expliquer les concepts qu'on discutait à ce moment-là. Donc, au bout de combien de temps faut-il consacrer à sa pratique? Quelques minutes, on y va, et surtout on refait. Moi je pratique tous les jours, je pratique pas forcément à hauteur de tout ce que je publie, je fais pas mal de brouillons, je fais énormément de sketch notes, je fais énormément de pictogrammes, tout le temps, en fait toutes les occasions sont bonnes. Si vous voulez trouver un espace pour pratiquer, rejoignez-nous évidemment sur les Picto Challenge. Vous inscrivez sur picto-dico.fr, tous les mois on organise une session d'une demi-heure. On est nombreux, on prend une bulle d'énergie, on dessine des pictos ensemble, après on se les partage, on augmente notre bibliothèque visuelle, bref, on se fait plaisir, ça fait du bien et ça entretient la pratique. Question suivante, comment gérer les situations délicates lors d'une captation en direct? Par exemple, le fil qui devient difficile à suivre, des termes très techniques non anticipés, ça me parle ça, le discours qui n'apporte pas de réelles informations, les difficultés à représenter telle ou telle notion dont on n'a pas l'habitude, quand on ne voit pas où la personne qui parle veut en venir, ou que le cœur de l'intervention intervient à la toute fin et qu'il ne reste que peu de place sur le papier pour le donner à voir. Donc là, on parle déjà d'une discipline bien spécifique, on parle de ce qu'on appelle du scribing. En arrière-plan de la question, c'est de l'enregistrement graphique. Donc là, c'est la situation classique, on a une personne qui parle, et en tant que praticien ou praticienne, eh bien, je fais la synthèse en direct. Et là, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que y a des personnes qui vont avoir une qualité oratoire qui va être extraordinaire. Là, c'est génial, on s'éclate, c'est du bonheur. Et puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus... Voilà, je dirais pas désorganisé, mais en tout cas la structure de pensée n'est pas la nôtre, voilà, on va dire ça comme ça, et ce qui est assez logique, puisqu'il y a plein de gens différents. Parfois aussi le sujet, il est compliqué, il est ardu, ou il est traité de manière très technique. Il me semble, la première posture à avoir, c'est d'être vraiment ce qu'on appelle dans le flow, donc c'est un état de concentration, c'est-à-dire d'être dans le moment, dans l'instant. Alors c'est très facile à dire comme ça, mais en vrai, ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi autour de soi, on est juste... baigné, plongé dans les mots de la personne ou des personnes. Donc ça s'apprend évidemment, mais pour ceux qui ont l'habitude de faire des exercices de concentration, ça vient assez vite. Donc déjà, ça permet d'isoler comme ça des parasites qu'il peut y avoir autour. Après, une fois qu'on est dans cette bulle, eh bien à l'intérieur, on va y retrouver, ou plutôt on n'y retrouvera pas, la petite voix qui nous dit tout ce qui vient d'être dit dans la question. C'est dur, je comprends rien, je vais pas y arriver, parce que ça, c'est de la pollution, c'est déjà difficile à suivre, ça va vite, faut dessiner, faut prendre des idées, faut écrire. Si en plus, on rajoute par-dessus une petite voix qui nous dit vraiment, tu vas galérer là, tu vois, t'as perdu le fil, tu vas pas y arriver, ça, c'est très 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 mauvais plan. Alors évidemment, ça arrive, je vais pas vous mentir, ça m'arrive régulièrement.
Et quand ça se présente, aujourd'hui, je me refocus. Ça veut dire que mon attention, elle est en train de se perdre, et je retourne dans ma planche. Le sujet, c'est pas moi. Le sujet, c'est qu'est-ce que je fais dans cette planche et qui va parler aux autres. Et ça change tout. Parce que à partir du moment où on a intégré que les gens ne voient pas les erreurs, eh bien, on peut se détendre. Parce qu'en fait, si moi je fais une erreur et que je me rends compte, les gens en face, ils la voient pas. Sauf si je fais évidemment une énorme faute d'orthographe, et même ça, il y a des gens toujours bienveillants qui viennent nous dire ok, là, tu pourrais rajouter un S, ou tu peux rajouter une syllabe qui manque. Donc, quand on a cette perte d'attention, voilà, la concentration, je pense que c'est le meilleur remède. Et d'être concentré sur le fil narratif. Plus on écoute des gens, et moi je trouve que plus j'écoute les gens, plus il y a des figures qui reviennent. Donner un exemple, les anglo-saxons, ils sont souvent dans cette notion de raconter une histoire, et après avoir une phase de conclusion. Du coup, quand ils racontent une histoire, on prend les images de l'histoire et on attend la happy end. C'est souvent construit comme ça. Sur d'autres populations, par exemple les scientifiques, c'est très logique. Donc c'est A plus B égale C, c'est un raisonnement. Donc il faut prendre les étapes, et puis il faut aussi accepter qu'on ne prendra pas tout. Puis il y a certaines populations où c'est beaucoup plus difficile. Je dois notamment avouer que pour tout ce qui va être les politiques, sociologie, philosophie, sont des disciplines où les concepts abordés, ils sont tous puissants, et ils ont la particularité de tous s'enchaîner. On enchaîne des concepts puissants. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que comme on est dans une logique de sélection, de tri et de synthèse, ça impose de faire de la synthèse sur des concepts suivants. Donc là, souvent, on est tiraillé, et il m'est arrivé une fois, en me disant, de ne pas y arriver. Voilà, c'est-à-dire que je devais faire la synthèse en direct. Et en fait, le flot de parole était tellement rapide, le nombre de concepts était tellement important, que je me suis dit que la meilleure des choses que j'avais à faire, c'était d'expliquer que la planche, je la ferais après, parce qu'en fait, l'exercice qui m'était demandé, il était techniquement pas faisable. En tout cas, moi, je ne savais pas le faire à hauteur de mes compétences et à hauteur du moment. C'est arrivé une fois, sur des dizaines, des centaines d'interventions. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir reconnaître qu'on n'y arrive pas. Mais pas juste abandonner, proposer une alternative. Voilà, celle-ci, ça me paraît plutôt intéressant. T'arrive-t-il de faire équipe avec un coach ou un facilitateur qui a plus le rôle d'animer une session de travail pendant que tu donnerais à voir ce qui se construit et en émerge? Alors non, je suis un homme orchestre, je fais tout. Au-delà de cette petite blague, c'est vrai que sur certains domaines, comme je fais aussi du coaching agile, je fais effectivement et de la facilitation graphique. Donc ça me permet d'intervenir, mais uniquement sur on va dire, des domaines que je maîtrise. C'est-à-dire que j'ai assez peu de questions à me poser sur le sujet, sur le fond. Donc ça, je vais pouvoir le faire, mais si je dois travailler par exemple avec un groupe de médecins du travail, là, je pourrais être soit en facilitation graphique, mais je pourrais difficilement être sur les deux. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de monde, et le processus à faciliter, il est un petit peu trop complexe. Donc oui, après on travaille en duo, et ça c'est hyper intéressant parce qu'on a une personne qui va s'occuper du cadre, le facilitateur, la facilitatrice, et moi je vais intervenir vraiment sur la visualisation. Et donc la visualisation de quoi? Ça on le prépare en amont. Et ça j'en parlerai dans la vidéo sur l'émission, où là on va se poser des questions sur à quel moment la facilitation graphique elle va être intéressante. Comment le facilitateur ou la facilitatrice il va s'en servir dans son propos, comment il va amener le groupe sur ce support-là, comment est-ce que cette planche elle va faire partie du processus. Et ça devient hyper intéressant. Alors la contrepartie, c'est que ça nécessite de la préparation, de bien se connaître aussi. C'est pour ça que souvent les binômes, on va les retrouver plutôt sur des grands événements. Et dernière question, faut-il des compétences en facilitation? Doit-on être formé au design thinking pour devenir facilitateur? J'imagine devenir facilitateur graphique. Alors, non, je pense pas qu'il faille de compétences en facilitation pour être facilitateur graphique, si on considère que son métier c'est de faire de la synthèse. Là on va plus être sur des compétences d'écoute, qualité d'écoute, de structuration de l'information, d'illustration, en tout cas d'aspect technique et d'architecture de l'information pour avoir de l'impact. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'avoir quand même un vernis de facilitation, voire d'explorer la discipline, va complètement ouvrir le champ de la facilitation graphique. Ça va devenir
totalement différent, ça va nous permettre en tant que facilitateur graphique d'être contributeur sur le processus. C'est-à-dire dans la conception du programme, de pas simplement être en exécution, mais d'être aussi proactif, de proposer des idées, de dire que là, le visuel par rapport à cette séquence interactive, il pourrait amener cette petite chose. Et ça, souvent, les gens, ils sont pas prêts, ils savent pas. Donc moi, je le vois bien en ayant cette double casquette de facilitation en intelligence collective et de facilitation graphique, eh bien, ça me permet d'avoir un regard critique sur le processus qui est construit et d'amener cette petite goutte d'huile dans les rouages qui va pas faire toute la différence, mais qui va amener un petit plus et qui va vraiment mettre le visuel au service des gens, au service de l'impact, pour que les gens ils se souviennent et que ça laisse une trace durable. D'ailleurs, si vous posez des questions sur qu'est-ce que c'est que se former à la facilitation en intelligence collective, je vous renvoie sur toutes les formations qu'on propose sur supertil.fr. Vous allez dans la rubrique intelligence collective et là vous y trouverez toutes les formations qu'on propose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ apprendre le métier. Je vous donne rendez-vous sur les prochaines. Je parlerai du matériel, du métier, des missions, des clients et de mon parcours. D'ici là, on peut aussi continuer à converser. Posez-nous vos questions en commentaire. Ciao, à bientôt!